Sais-tu quoi, Charles? Non. Bien, on est là pour jaser. Fantastique. J'aime ça jaser. Ouais, t'aimes ça? Ah oui, De toi quoi aussi, je pense. Oui, de quoi t'aimes jaser? De tout. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un, quand on fait de la politique, faut aimer jaser de tout. Hein. Donc, moi, je te suis. Ah ouais, OK, c'est bon. Mais de quoi t'aimes pas qu'on jase quand on parle de toi? Tu sais, tu contrôles pas toujours les questions. À un moment donné, tu dis « Ah non, il rentre là-dedans. » De quoi il va? C'est une bonne question. Je suis très ouvert de façon générale. Donc, je suis peut-être pas encore blasé par certains sujets. Donc, j'essaie de suivre, que ce soit les journalistes, que ce soit les militants, que ce soit les citoyens. Moi, j'embarque dans le wagon. Puis, est-ce que des fois, tu vois où ça que ça s'en va? Tu dis « Non, 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 Ben non, oui. j'irai pas là. » Ça, c'est l'expérience rentre rapidement. Ah ouais, hein? Là, on voit que quelqu'un veut s'en aller dans une direction qui est soit inutile, soit erronée. Mais en politique, là, il faut accepter certains codes. Hein? Puis la discussion, l'argumentation, la confrontation, ça fait partie de ça. Donc, honnêtement, j'accueille ça avec philosophie pour l'instant. OK. Les gens qui te connaissent bien, là, ils te décrivent comment? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un qui, la plupart du temps, a une bonne humeur. Quelqu'un qui est très curieux, quelqu'un qui s'intéresse au monde. Et ça, je pense que ça réfère à ma période de pharmacien. Moi, je suis toujours pharmacien, mais au fait qu'en pharmacie, on écoute les gens, puis on essaie de comprendre une situation, puis de trouver des solutions. Puis je me rends compte que ça me sert en politique. Ça m'a servi toute ma vie. J'aime ça être avec le monde. Alors, j'aime ça comprendre, j'aime ça poser des questions. De toute évidence, il faut que je réponde à plus de questions que je pose maintenant. Mais l'interaction, la chaleur entre les gens, moi, c'est ça qui m'allume dans la vie. C'est quoi de quoi tu es curieux chez l'autre? De ses émotions, de ses motivations. J'aime ça comprendre pourquoi quelqu'un réagit comme ça, pourquoi quelqu'un met autant d'énergie dans quelque chose, puis c'est quoi son historique, ou c'est quoi son ambition. J'essaie souvent de comprendre l'autre un peu, là, sans faire de psychopathe non plus, ouais. mais de se mettre dans la place de l'autre, d'essayer de comprendre l'interaction que j'ai avec cette personne-là. J'ai toujours fait ça, puis ça me passionne. Ouais. Puis tantôt, tu disais, les gens me trouvent de bonne humeur. Qu'est-ce qui te rend de bonne humeur? Mais c'est vraiment quétaine, mais c'est la vie. C'est-à-dire que, je veux dire, le matin, quand on se lève, c'est une journée qu'on connaît pas ce qui va se passer. On essaie d'utiliser à son plein potentiel, d'être avec les gens qu'on aime, de réaliser des projets. Je trouve que chaque matin, c'est comme une promesse. Puis là, je veux pas avoir l'air jovialiste non plus en disant ça, mais il y a quelque chose de beau dans le quotidien, puis dans que tout est possible. Puis, alors, c'est certain que j'ai choisi un métier où les journées passent très vite, où les journées sont souvent imprévisibles, parfois décevantes, parfois frustrantes, parfois grisantes. Mais c'est la vie aussi. Tu sais, je me sens très vivant depuis que je fais de la politique. Ça, c'est clair. Ah oui. Ouais. Puis quand tu arrives chez vous, là, puis que les caméras arrêtent de rouler, que le chauffeur n'est plus là, c'est quoi la première chose que tu fais? La première chose que je fais, ben moi, j'ai 2 chats. Hein? Quand j'arrive à la maison, pour moi, c'est bien important. C'est bien important, mes chats. C'est eux autres qui décident. Ma famille aussi, évidemment, mon conjoint, ma famille, mes amis. Mais quand j'arrive à la maison, pour moi, je suis capable de déconnecter. Pour le moment, en tout cas, je suis capable de faire une espèce de distinction entre ma vie à moi puis ma vie que je prête finalement à la politique. C'est pas toujours facile. Il y a des journées, c'est plus difficile que d'autres parce qu'on est humain. Ben ouais. Puis c'est un sport extrême. On peut en reparler. Mais c'est juste de me déposer puis de faire ce que j'aime. Tu sais, moi, ma passion qui m'a jamais quitté de ma vie, la seule constante dans ma vie, à part ma famille, c'est la lecture. Moi, j'ai jamais eu de moment où j'étais en chicane avec la lecture. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis c'est une façon de décrocher. Puis plusieurs politiciens ont ça, je le dis même, François Legault. François Legault, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup. Puis je trouve que c'est une fenêtre sur le monde. Puis quand on arrive, c'est quoi ton setup de lecture chez vous? Là? Quand on arrive chez vous, comment tu es organisé? Tu lis-tu papier? Ah oui, ben là, ça, je peux t'en parler longtemps. Moi, je suis incapable de me convertir à la lecture numérique. Comment ça? Parce que lire, c'est lire l'histoire, mais c'est le livre aussi. Puis moi, je trouve que les livres qui sont dans ma bibliothèque, même si je les ai pas lus,
ils font partie de moi. C'est comme une promesse de « Ah, il y a ça qui s'en vient ». Donc, souvent avec mes amis, on dit souvent il y a 2 hobbies en lecture. Il y a acheter des livres puis lire des livres. C'est 2 hobbies différents. OK. Parce qu'acheter un livre, comprendre l'auteur, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, le fait que je vais le lire plus tard, pour moi, c'est super, c'est un peu ésotérique, là, mais c'est quelque chose qui m'allume. Puis lire, ben, je peux lire un peu n'importe où. J'ai quand même besoin de concentration. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui peut lire dans un parc où tout le monde crie. Là. OK. Mais, puis je lis pas très rapidement. C'est-à-dire que... Tu n'as pas calculé le nombre de pages à l'heure que tu Non, je lis pas très rapidement. Des fois, je regarde des gens lire, qui commentent, qui font des critiques de livres. Je me dis, mon Dieu, comment ils ont fait pour lire autant en quelques heures? Moi, je prends le temps de savourer ce que je lis. Là. Donc, ça m'a jamais quitté, puis j'espère que ça va toujours faire partie de ma vie. Est-ce que tu es un amoureux des mots ou un amoureux du contenu? Je suis un amoureux des mots, je dirais. La première fois qu'on me pose cette question-là, mais de voir une phrase, comment elle est construite, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière, ça me... C'est beaucoup... Ma mère était prof de français, hein, donc premièrement, vous n'avez pas de faute chez nous. D'ailleurs, on essaie de toujours pas en faire. Puis deuxièmement, c'est elle qui m'a beaucoup transmis l'amour de la chanson française, de la lecture. J'ai été dans beaucoup de clubs de lecture. J'ai parti des clubs de lecture quand j'étais jeune aussi, qui ont duré jusqu'à 15 ans, que j'ai dû arrêter parce que là, je manquais de temps pour coordonner tout ça. Tout ça pour dire que c'est une passion... Et qu'est-ce que tu fais des livres que tu as lus? Bon, là, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand je suis déménagé en Estrie il y a quelques années, j'en ai donné. J'en ai donné, je pense, 500 à la bibliothèque municipale parce que j'en avais trop. Puis là, il ne faut pas que ça devienne en vieillissant aussi. Moi, je pense que des livres, ça contribue au décor dans une maison. Je trouve que ça en dit long aussi sur les habitants quand tu regardes les livres de quelqu'un. Donc, j'en donne maintenant. Avant, j'étais plus avec la collection. Là. Maintenant, je suis comme... Puis il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un livre qui ne circule pas meurt. Je trouve que c'est vrai, quelque part. Il faut que ça circule. Il faut que les gens le lisent le plus possible. D'ailleurs, on va en parler beaucoup dans la campagne électorale de ça, j'espère. Ben oui, ben oui. Puis en ce moment, tu lis quoi? Là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « L'amnésie patrimoniale ». C'est un livre sur le fait qu'au Québec... je sais que tu veux pas qu'on parle de politique, mais on va en parler pareil. On laisse tomber notre histoire, on laisse tomber les édifices historiques. Il y a tellement de maisons qui se démolissent parce qu'on s'en occupe pas. Tu sais, le patrimoine bâti au Québec, patrimoine religieux aussi. Oui, les églises. Je trouve qu'on n'en prend pas soin. Puis pendant ce temps-là, cet été, il y a plein de Québécois qui sont allés en France, qui sont allés un peu partout dans le monde, sont allés visiter des églises, des vieilles maisons. Ils vont dire, c'est donc bien fantastique, une magnifique histoire, mais on a ça, nous autres aussi, ici. Puis on n'en prend pas soin. Alors, c'est une auteure de Québec, d'ailleurs, de Lévis même, d'où je viens, qui a écrit ça. Alors, j'ai commencé ça il y a quelques Est-ce que tu lis plus des romans, des nouvelles, des biographies? Je suis assez... éclectique? Je suis assez, j'allais dire guidoune, là, mais je suis assez... Éclectique, c'est bon aussi. C'est-à-dire que je suis assez éclectique, oui. Je lis vraiment de tout, là. Je lis des BD, je lis des romans, je lis des essais, je lis de la poésie. Je suis très curieux par rapport au fait de lire. Là. Est-ce que tu as déjà écrit? Bon, ça, c'est une bonne question. J'ai écrit des courts romans quand j'étais jeune, mais j'avais aucune... des courts romans, avec quelques pages, des nouvelles plutôt. Mais on relisait ça avec des amis récemment, puis on pleurait aux larmes parce que l'action se passait bien trop vite. Je suis quand même quelqu'un qui va vite. Moi, je suis pas nécessairement la personne la plus patiente en ville non plus, puis ça se voyait dans mon écriture. En une page, c'est la fini, personne naissait, se mariait, mourait. Alors, c'est plus un brief qu'un roman. Ça, donc, mais ça, c'est comme mon amour pour les arts et tout ça. Moi, je suis pas un artiste raté. Là. J'ai aucun intérêt à être un écrivain, à être un acteur. Je suis juste en admiration devant les gens qui sont capables de faire. Puis ça, les gens vont le reconnaître, les gens qui me connaissent depuis longtemps. T'sais. Moi, je suis un bon... T'sais, là, je suis à l'avant-scène comme politicien, mais je suis un bon spectateur aussi. Moi, je m'émeus, puis le monde m'impressionne quand ils font quelque chose. Puis je suis capable d'être un spectateur, puis comment je dirais, d'approuver le talent de d'autres sans jalousie. Je n'ai pas besoin d'être bon dans tout. Je pense que je suis bon dans ce que j'ai choisi. Puis le reste, ben, je suis comme en admiration. Moi, j'ai une capacité d'admiration assez grande. D'ailleurs, j'ai des artistes où je peux être un peu groupie. Je suis très à l'aise avec ça. Là, dis-moi, c'est quoi tes plaisirs coupables? Mes plaisirs coupables, premièrement, les chips, ça, c'est sûr que c'est un problème. Soyons précis. Là. Et quelle essence de chips et quelle marque? Ah, mais c'est... moi, je suis vraiment... J'aime beaucoup les Fritos barbecue. Il n'y a personne qui achète ça.
Tu vas au dépanneur, là, il y a une personne qui achète ça par mois, c'est moi. OK. Mais ils les mettent dans les mix de party, je pense. Non, là, non, moi, c'est nature. OK. Moi, c'est à part. Toi, c'est tout seul. Les mix, ça m'intéresse pas. OK. Alors, les chips. J'aime pas le chocolat. T'aimes pas le chocolat? Bizarrement, là, je vais en manger s'il y en a, mais c'est probablement un des péchés que j'ai pas. Là. Donc, t'es plus salé que sucré? Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis les noix? Ouais. J'ai la chance d'être allergique à rien. Donc, OK, ouais, ça, c'est notre... ouais, sauf à certains commentaires. Mais sinon, les autres plaisirs coupables, c'est sûr que moi, la musique des années 80, 90, ça m'allume. Tu sais, j'ai pas fait mon deuil des années 80. Puis Donc, même des chanteurs qui reviennent, là, puis qui ont une deuxième carrière 30 ans plus tard parce qu'ils veulent faire un peu de sous. donc donne-moi des auteurs ou des groupes ou des musiciens là, que t'aimes, là, Ben, à cette époque-là. c'est sûr que au niveau québécois, tu sais, moi, j'aime beaucoup Diane Dufresne, je l'ai mentionné souvent. Diane Tell, je trouve que c'est une grande... Marjo, pour moi, a été au Festif de Baie-Saint-Paul récemment. C'est une machine, là. C'est une machine. Elle a quel âge maintenant? Elle doit avoir début 70, j'imagine. J'espère ne pas me tromper. Donc, ce genre de chanteuse-là, ça m'interpelle. Puis différents groupes, là. Tu sais, j'ai eu une période très... c'est comme Offspring, Green Day, tu sais, un peu de tout. Mais j'aime beaucoup la musique classique aussi. Et ça, c'est un intérêt que j'ai développé plus tard dans ma vie. J'aime beaucoup aller voir des concerts. J'ai beaucoup d'amis qui sont des musiciens aussi. Puis les concerts, c'est pas juste... J'ai été impliqué longtemps à l'Orchestre symphonique de Montréal, mais ça peut être un petit duo, un petit trio dans un sous-sol d'église ou dans un parc. Il y a quelque chose de beau, tu sais. Moi, je trouve dans la musique classique, au début, il n'y a rien, puis là, à un moment donné, il y a 2-3 personnes ensemble, puis là, il y a quelque chose. Ouais. Il y a un son, il y a une émotion. Tu dois aimer les vidéos où les gens improvisent des concerts dans des villes. Là, ça, là. Je trouve ça très émouvant, en fait, les pianos publics, là. Puis Grégory Charles a popularisé ça un peu aussi dans une émission à la télé. Je trouve ça beau. Tu sais, les gens arrivent, l'air de ne pas être un grand pianiste, s'assoit, puis là, les gens se rassemblent. Tu sais, la musique, c'est quand même un des moteurs les plus forts pour rassembler les gens. Des fois dans des mauvaises circonstances, mais souvent dans les bonnes circonstances. J'aurais pensé que tu m'aurais dit la vieille musique française. Bien, aussi, c'est vrai, effectivement, j'aime beaucoup, Edith Piaf, Barbara. Barbara, c'est vraiment... C'est vrai, j'aurais dû parler de Barbara en premier. Mais je sais pas, Moi, parce que... Je peux facilement avoir une émotion en écoutant du Barbara. C'est vraiment quelqu'un qui est comme en synchronisation avec mon émotion, je dirais. Il y a comme une espèce de je sais pas comment dire. Chanteuse fétiche. C'est une chanteuse fétiche, puis elle a toute une histoire aussi. Elle est souvent venue au Québec aussi. D'ailleurs, je connais des gens qui l'ont vue en tournée au Québec. Donc oui, ça m'interpelle beaucoup. Mais honnêtement, je consomme beaucoup. Ah, tu as l'air d'être pas mal d'avoir des goûts très ouverts aussi en musique. Oui, puis c'est sincère. C'est pas le politicien qui s'intéresse à tout. Là. Il y a des affaires que j'aime moins que d'autres, c'est sûr, mais je m'acclimate pas mal de la musique ambiante. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Même si tu devrais pas rire. Ben, je suis vraiment pourri pour ne pas rire quand il faut pas rire. Donc ça, j'ai quelques amis où il faut pas être dans la même salle, puis je me suis souvent fait exclure d'une salle parce que je riais où il fallait pas. Ah oui. Donc, l'interdit, là, un peu, là, ça me fait rire beaucoup, beaucoup. Là. Quand il faut pas rire, c'est sûr que ça va avoir l'effet totalement inverse. OK. Après, là... Raconte-nous un moment où c'est arrivé. Ben, en classe, c'est drôle, je comptais ça à une amie récemment au cégep, où, tu sais, c'était super... Il y avait quelqu'un qui avait comme une espèce de discours qui avait pas de bon sens, puis on m'a sorti de la classe parce que c'était pendant l'exposé oral de cette personne-là, puis j'étais super mal, j'étais incapable de pas rire. OK, on n'était pas genre à rire dans, mettons, un salon funéraire, là. Non, je suis quand même un jugement, mais ça dépend de l'ambiance, ça dépend des spectateurs aussi. Là. J'ai beaucoup d'amis avec qui on le sait que ça n'arrivera pas là, de pas rire. Là. Donc, je suis quelqu'un qui est quand même assez rieur, puis en politique, c'est pas toujours possible
de le voir rapidement. Peut-être qu'en campagne, on va le découvrir plus, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime rire, avoir du fun. Moqueur aussi, tu sais. T'es moqueur. Oui, j'écœure un peu les gens, puis j'accepte de me faire écœurer en échange. En tout cas, en échange, là, tu vas être servi parce qu'il y en a qui... Là, ça, je vais être servi. Oui, ça serait le fun que la balle revienne des fois, là, mais en tout cas, ça serait correct. Fait que je savais pas, t'es taquin. Ouais, je suis quand même assez taquin. Oui. Là, c'est dur de créer ça sur demande, là, mais... Mais t'es-tu joueur de tours aussi? Oui. Avec ma famille, beaucoup, là. On joue beaucoup de tours, puis Êtes-vous une famille où il y a une inflation de tours, c'est-à-dire qu'un commence, le deuxième tour est plus fort, puis à un moment donné, on est obligé de dire on va arrêter. Ça, là. c'est dans ma belle famille. Plus. OK. Ouais. Il y a vraiment une espèce de build-up, là, souvent. Mon frère aussi. Mon frère est quand même assez... On a 11 ans de différence, mais on a clairement les mêmes parents. On a clairement la même génétique de taquiner, puis de rire. Puis évidemment, on aime toujours plus rire des autres que de faire rire de nous-mêmes, mais ça, il faut l'accepter. Là. Ça, c'est la vie. Puis inversement, qu'est-ce qui te touche puis qui est capable de te générer des émotions là, sur demande? Ce qui me touche le plus, c'est les personnes âgées, les aînés. Parce qu'il y a comme un vécu dans leurs yeux, dans leurs émotions. Puis je trouve que il y en a qui ont tellement donné, puis que les derniers chapitres se passent pas à la hauteur du début. Puis ça m'émeut. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Peut-être qu'en pharmacie, j'ai côtoyé beaucoup de personnes âgées, j'ai côtoyé certaines détresses. J'ai aussi été impliqué, quand j'étais jeune, je faisais partie d'un service d'écoute active. Okay. On allait dans un lieu secret à Lévis pour écouter des gens qui avaient des problèmes de solitude. C'est souvent la solitude, là, l'enjeu. Et j'ai comme développé ça vient me chercher facilement, ça. Puis c'est une des raisons aussi que je m'implique en politique, c'est-à-dire que je veux donner comme aux deux générations qui sont bout à bout plus d'espoir. Tu sais, les personnes âgées qui veulent que leurs petits-enfants aient une meilleure vie qu'eux, puis les plus jeunes qui veulent profiter au maximum de leurs grands-parents, de leurs grands-pères, de leurs grands-mères. Ça, ce jeu-là générationnel, ça... Je pense souvent à ça, en fait, presque tous les jours, pour être. Ah oui? Ouais. Pourquoi tu penses? Parce que... Mais ça part des personnes âgées. Parce que je me dis... J'ai beaucoup vu de personnes âgées, que ce soit en résidence ou dans leur maison, que tu sens qu'ils se contentent de ce qu'ils ont, mais qu'ils voudraient avoir plus, ils voudraient avoir accès à plus, ils voudraient qu'on prenne soin d'eux, ils voudraient être moins seuls. En fait, je me rends compte, en te parlant, c'est la solitude qui vient me chercher. Il y a des gens qui aiment la solitude. Clairement, c'est pas mon cas. Bien, tu me précèdes. Toi, tu vis comment, la solitude? Mais j'ai besoin, plus je vieillis, plus j'ai besoin de solitude. Avant, il fallait toujours que je sois entouré de gens. Là, j'ai appris à vivre avec ça, avec, comment ma vie personnelle s'est développée. Puis la politique aussi fait qu'on est tellement toujours sur les projecteurs que quand j'arrive chez nous, ça me fait plaisir de me mettre en pyjama puis d'être tout seul. Puis je suis à l'aise avec ça. Mais la solitude qui est non sollicitée, ça vient me chercher. Puis c'est souvent le lot des personnes âgées. Ouais. Tu sais, des gens qui doivent, comme on dit, casser maison, qui s'en vont en résidence, que là, les petits-enfants, la famille vient à toutes les semaines, après ça aux 2 semaines, puis ça finit que finalement c'est à Saint-Valentin, puis à ta fête, puis ça, c'est s'il fait beau. Puis que quand tu vas les visiter, bien, ils sont super contents. Puis probablement qu'il y en a plusieurs que quand la personne est quittée, ben ils versent une larme parce que c'est la solitude qui recommence. Ça vient me chercher. Puis est-ce qu'en vieillissant, tu vois aussi tes parents avancer puis que ça te... C'est sûr. C'est sûr que mes parents... mon frère a 11 ans de plus que moi, donc mes parents sont en 80 avancés. Puis c'est sûr que j'ai choisi une vie qui n'est pas la plus simple non plus. Fait que je sais que ça les... C'est certain que ça vient les chercher. Puis en même temps, ils me supportent, puis ils sont très dans l'équipe, si on veut, mais je vois bien que le temps passe, puis que... Fait que oui, je projette un peu ce que je te dis là, je le projette un peu dans ma propre famille, parce que mes parents ont été très importants pour moi, ils sont importants pour moi, ils m'ont tout donné, on n'a jamais manqué de rien, mon frère et moi, donc ouais, ça... Il y a quelque chose dans la transmission là, que je trouve beau, puis je trouve ça beau que ça soit émouvant. T'sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est gêné d'avoir une émotion ou une réaction, quelle qu'elle soit. T'sais, en même temps,
on n'est pas non plus sous l'œil public pour pleurer tous les jours, mais je pense qu'on est des humains aussi. Là. Les politiciens, c'est pas des robots, c'est pas des machines à ligne, puis en tout cas, il y en a, mais moi, j'ai pas l'intention d'être ça. Moi, je veux être quelqu'un parmi les autres qui décide juste qui a envie de faire ça, puis qui espère gagner la confiance des gens. Fait que toi, en ce moment, tu définirais comment la fameuse carapace? La carapace est en développement, puis tous ceux qui vont vous dire qu'ils ont une carapace finie, ils vous mentent. Je vous dirais. Parce que c'est impossible d'être complètement imperméable à ce que les gens pensent de toi. Ça serait d'accepter que tu n'es pas humain. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que moi, dans les 45 premières années de ma vie, j'ai pas croisé tant de gens que ça qui ne m'aimaient pas là, au point de faire une publication Facebook. Tiens, à titre d'exemple. Probablement qu'il y en a qui ne m'aimaient pas, puis c'est correct, puis c'est réciproque aussi, puis c'est correct. Mais là, de dire juste parce que tu as un rôle X, il y a des gens qui décident qu'ils ne t'aiment pas sans te connaître. Par association. Par association, par généralisation. Plein de raisons qui sont bonnes ou pas bonnes. Tu sais, c'est pas facile, mais je me victimise pas. Je savais que ce serait comme ça. Alors, je l'accepte, mais je comprends, je devrais peut-être pas dire ça, mais je comprends pourquoi des gens me disent non à se présenter en politique à cause de ça. J'ai de la misère à les blâmer parce que qui aime ça, se faire insulter par des inconnus? Y a-tu quelqu'un ici là, qui aime ça? Il y a quelque chose de désordonné par rapport à ça. C'est plus juste toi, des fois ça peut être tes proches, ça peut être ta famille. Bien sûr. Puis les proches n'ont pas choisi nécessairement, en tout cas, bon, peut-être ma famille rapprochée, oui, mais les autres, par extension, n'ont pas choisi ça. Puis, mais encore là, ce que je vis n'est pas différent de ce que d'autres vivent. C'est juste que je le vis. Alors, ça, c'est un facteur. Puis moi, j'essaie de ne pas reproduire ça. Alors oui, on va donner des jabs un peu dans la campagne, puis on va être un peu baveux, si on veut, ou en tout cas revanchard, ou on va argumenter. Mais fondamentalement, moi, je suis pas quelqu'un qui est venu pour nuire à quelqu'un d'autre. Puis fondamentalement, et la preuve, c'est que les autres chefs de parti, j'ai pris la peine d'entrer en contact avec eux. Que ce soit lors de... Puis je dis même pas ça pour me vanter, là, genre de l'élection de Mme Fréchette, que ce soit... j'ai eu des discussions avec M. Duhem, Mme Gazal, récemment avec M. Plamondon aussi, juste pour qu'on échange un peu comme des personnages politiques qui doivent se parler en dehors de la game politique. Pour moi, c'est très, très important. C'est important de se rappeler que c'est comme il y a un peu une mise en scène là-dedans. C'est un métier, mais après ça, on reste les humains vulnérables, imparfaits, qui doivent continuer de vivre. En tout cas, moi, j'essaie de rendre ça le plus humain possible. Peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi, je suis comme ça. Comment tu te sens quand tu te connais, puis que tu vois l'image publique qui est en train de se bâtir, évoluer? Est-ce que des fois, tu as le goût de dire non, wow, là, c'est pas comme ça, là? Je voudrais faire apporter une correction. C'est sûr, j'aurais envie de dire que la vraie version, c'est moi qui la connais, puis mes proches, mais en même temps, c'est ça la politique aussi. Tu sais, les gens, si tu te définis pas, tu te fais définir. Puis même si tu essaies de te définir, il y en a qui vont essayer de te définir autrement. Donc ça, je l'accepte, mais je pense que c'est pour ça que les campagnes électorales existent aussi. Parce que oui, je parle à des journalistes, je te parle à toi, je parle à des gens dans la rue, mais en bout de ligne, là, c'est des millions de Québécois qui vont se lever le 5 octobre au matin, qui vont aller faire un X en se disant, ce gars-là, cette fille-là, est-ce que j'ai envie d'y faire confiance? Puis est-ce que j'ai envie que cette personne-là gère quelque chose que je ne sais pas qui va arriver? Donc, tu sais, par rapport à les habiletés que chaque politicien va avoir. C'est ça, je trouve ça important. Puis je pense souvent à ça en me disant qu'en bout de ligne, dans les prochains jours, je vais entrer en contact avec les Québécois, puis après ça, on va les laisser juger. Mais c'est sûr qu'il n'y aura jamais l'exact portrait de qui je suis dans la sphère publique, parce que personne n'est 100% public non plus. Personne ne veut ça. Personne ne veut que 100% de ma vie soit publique. Tu as d'autres choses à faire dans la vie que de savoir qu'est-ce que je fais à chaque seconde de ma vie. Mais il faut être capable de s'ouvrir suffisamment pour que les gens disent, bien, ce gars-là, je ne le connaissais pas, mais finalement, je pense que pour gérer le Québec, pour gérer mes impôts, pour prendre des bonnes décisions, pour rassembler le monde, bien, j'aimerais que ce soit lui. Alors, c'est un jeu de on donne puis on reçoit avec les Québécois, puis il faut accepter ce qui vient avec. Dans la vie, là, comment est-ce qu'on reconnaît que tu es
en maudit. Mais ça, c'est assez évident, là. C'est assez évident parce que je me referme, puis je deviens un peu plus sec, là. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est très impliqué, là. Tu sais, ma vie, c'est l'élection générale, là. Tu sais, faut quand même, tu sais, j'ai décidé d'aller là-dedans, je vais pas à moitié. J'ai mon costume de bain, puis je suis dans le creux, puis je nage à tous les jours. Donc, pour moi, je vais donner tout ce que j'ai pour ça. Pas juste pour moi, pas juste pour le parti, pour le monde qui ont décidé d'embarquer avec moi. Et ça, je vais te dire, François, je pense à ça tous les matins depuis quelques mois. Des journées où, tu sais, ça pourrait me tenter un peu moins qu'une autre journée. Je me dis, hey, il y a des gens qui ont laissé leur job pour embarquer là-dedans. Il y a des gens qui me font confiance. Tu te sens responsable. Tu te sens responsable. Puis honnêtement, je suis très, très motivé, mais je pense à ça souvent parce que je me sens responsable. Puis c'est le fun parce que c'est une équipe. Et malheureusement, en politique, c'est souvent des one-man shows. Hein, les gens nous disent, là, le débat des chefs, c'est important. Puis le chef, puis regarde comment il est habillé, puis regarde qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il a dit, puis c'est pas ça qu'il voulait dire. OK, mais moi, je veux vraiment mettre l'équipe en avant-plan. Je suis vraiment pas... Je suis un leader, mais l'orchestre avec moi, c'est super important. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas cette stratégie-là. Ben écoutez, on vous regardera ailleurs parce que moi, je crois beaucoup, beaucoup à la force de mon équipe. Des gens qui sont déjà députés, des gens qui veulent être députés. Ces gens-là vont diriger l'économie, la santé, l'éducation, la culture du Québec. Je veux que les gens les connaissent aussi, pas juste le chef. Je reviens à toi. Comment est-ce que je reconnais que tu es stressé? Ça, c'est une bonne question. C'est très intériorisé pour moi, là, mais j'imagine qu'il faudrait demander à mon conjoint ou à ma famille. Là. Des fois, j'ai des petits tics là, qui reviennent. Mais je suis stressé, ça m'arrive quand même souvent, là, c'est normal. C'est un métier où on se nourrit du stress. Hein? Des fois, il nous tombe ses nerfs, mais si j'en avais pas, quelqu'un qui n'est pas stressé avant un discours, premièrement, ce ne sera sûrement pas un bon discours. Deuxièmement, ça va manquer de oomph. Parce que le stress est inhérent à la vie publique, je trouve. Puis qu'est-ce qui te stresse dans la vie en général, puis dans la vie publique après? Ce qui me stresse dans la vie en général, c'est souvent le manque de temps. C'est-à-dire que j'aimerais ça avoir plus d'infos, de temps, tu sais, pour faire arriver les choses. Puis souvent, tu sais, je me dis, bon, là, j'ai une journée où je peux faire telle chose, puis la journée est finie, j'ai pas tout fait ce que je voulais. Donc ça, pour moi, la gestion du temps, c'est quand même un stress. Dans la vie politique, c'est... Mais ça va être au cube. Bien, c'est tout. En fait, c'est la même chose qui est transposée à la politique, c'est-à-dire qu'il faut accepter de vivre dans le déséquilibre constant. Tu sais. Jamais une journée, je vais avoir le plein contrôle de ce qui se passe. Même si mes adversaires faisaient rien, c'est ma journée où je dis ce que je veux, j'aurai jamais 100% de ce que je voulais faire. Puis à ça, il faut ajouter toutes des choses, que ce soit l'actualité, que ce soit une sortie d'un adversaire, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une source de stress parce que tu veux toujours donner le meilleur de toi-même. Puis le soir, tu te couches, est-ce que tu es à 80, 90, 50%? Je me suis couché des soirs à 50%, je me suis couché des soirs à 98%. Mais j'ai beaucoup changé dans les derniers mois. J'ai beaucoup... j'ai descendu de la montagne un peu, là. C'est-à-dire que j'ai arrêté de Explique-moi ça. Arrêter de toujours vouloir viser que les choses soient parfaites, puis accepter que des fois la journée finit en boitant, puis que le lendemain, ton corps va s'être réparé, puis tu vas repartir à courir. Puis ça, c'est la force de l'équipe. T'sais, l'équipe me connaît aussi. L'équipe... En fait, il faudrait leur poser la question. Quand j'arrive sur un team le matin, je pense que les gens voient si je suis stressé ou pas stressé ou comment j'anticipe la journée. Parce que je suis humain. Moi, je n'essaie pas de faire semblant que rien me dérange. Il y a des choses qui me dérangent, puis je te dirai pas tout ce qui me dérange. Mais non. Puis c'est normal. Moi, je veux vivre cette campagne-là comme un humain, pas comme un robot. Puis c'est sûr que je veux gagner, mais je veux rester moi-même aussi. Puis être fidèle à ses valeurs, être fidèle à qui on est, je pense que c'est plus payant que d'essayer de viser la perception puis de faire plaisir à tout le monde. Impossible, de toute façon, au Québec, de faire plaisir à tout le monde. J'ai fait un sondage dans les dernières semaines, là, impossible. Alors, il faut représenter quelque chose, en être fier,
foncer, puis se plier aux résultats des Québécois. Je reviens à la discussion sur le stress. Qu'est-ce que tu fais pour te relaxer? As-tu des techniques de respiration? Ah non, moi, là, respirer, méditer, ça me stresse. Ah, pourquoi? Alors, je m'excuse pour ceux là, qui sont des experts. Bien, probablement parce que je ne suis pas doué pour le faire, là, parce que ça marche avec plusieurs personnes. Mais moi, c'est plus dans l'action que je me détends. C'est plus dans... La pire chose, c'est l'anticipation dans la vie. C'est d'anticiper quelque chose qui va arriver. Puis ça, c'est toujours le problème des gens qui ont appelons ça des troubles anxieux ou de l'anxiété. C'est pas nécessairement une maladie. C'est, qu'est-ce qui va arriver? Mais en politique, il se passe tellement d'affaires que souvent, j'ai pas le temps de stresser. Des choses que je fais maintenant, avant, m'auraient demandé une montagne d'efforts. Puis maintenant, ben, j'ai pas le temps d'y penser. Alors, je mets ma chemise, je mets mon sourire, je parle à mon monde, puis j'y vais. Puis, ça rend la chose plus authentique. Et puis, c'est un muscle. La politique, j'ai dit que c'est un sport extrême. Bien, un sport, ça prend des muscles. Puis, ce muscle-là, c'est de s'adapter à l'inconnu. Il faut accepter ça. Alors, mais c'est la gestion de la critique, la gestion du stress, puis accepter l'inconnu, ça, j'ai fait des bonds de géant dans les 6 derniers mois, puis j'ai pas fini de m'améliorer. Oui, parce que moi, je dis souvent en blague, les pharmaciens, les pharmaciennes, ceux qui sont de cette culture-là, c'est souvent des monsieur, madame parfaites. Ils sont habitués de contrôler leur environnement, d'avoir des prescriptions claires. Ça, par contre, ça dépend de l'écriture du médecin. Mais je veux dire, il vit dans des domaines assez bien définis, mais là, toi, tu t'en vas à une improvisation mixte, puis... Mais c'est pour ça que tant de gens qui m'ont connu comme pharmacien sont surpris de ça, parce que c'est des emplois très, très différents. Tu sais, tantôt, on a parlé des similitudes sur parler avec le monde, puis la relation d'aide, mais c'est vrai qu'être un politicien, être un pharmacien, ça ne demande pas les mêmes muscles. Premièrement, un pharmacien, il reste toujours dans sa pharmacie, tout ça. Il n'a pas le droit de s'en aller. Un politicien qui reste sur le parc vivra pas longtemps. Ouais. Alors, il faut toujours être à l'extérieur, tout ça. Mais cette capacité-là de voyager, parce que je pense que ça aussi, c'est un point important en politique, ça, j'ai fait ça depuis 25 ans. Puis c'est la réalité. Tu sais, j'ai travaillé pendant 14 ans pour Uniprix. Je m'occupais de la gestion des pharmacies partout au Québec. Ensuite, j'ai été PDG de la Fédération des chambres de commerce. Littéralement, François, ça fait 22, 23 ans que je suis dans ma voiture à aller à Gaspé, à Sept-Îles, à Val-d'Or. Quand les gens me disent, premièrement, t'es où, on ne te voit jamais, je suis comme, c'est sûr, vous ne me voyez pas, je suis jamais arrêté. Je suis toujours en mouvement. J'ai fait je ne sais pas comment de dizaines de milliers de kilomètres dans ma vie. Puis ça, c'est un muscle que je possède déjà. Fait que toi la 20, la 40, tu connais. On peut te parler des numéros de sortie. Les gens me disent des fois, je viens de telle région. Oui, mais quelle région? Ah, proche de Lévis-Waumékeel. Ah, mais Saint-Magloire de Bellechasse. Ah oui, mais là, il y a tel restaurant à côté, puis as-tu été skier au Massif du Sud? Tu sais, je dis pas que je connais tous les pieds carrés au Québec, mais je serais pas gêné de faire un génie en herbe sur le Québec. Ça c'est bon, ça. C'est sûr. Ça, c'est bon. C'est quoi les parties du Québec qui te touchent, là, quand tu vois les paysages, ça te fait quelque chose? C'est le Bas-Saint-Laurent. Ah oui? Parce que c'est là que mes parents viennent, ma famille, puis c'est les plus beaux souvenirs de quand j'étais jeune. Dans le Kamouraska, Rivière-Ouelle, la Saint-Pacôme, c'est parmi les plus beaux couchers de soleil au Québec. Ça, c'est reconnu factuellement. Donc, pour moi, il y a comme un... Même si j'ai jamais habité là, il y a quelque chose de retour. C'est juste des beaux souvenirs reliés à ça, Noël, puis je suis retourné souvent, puis je continue d'y retourner. Puis les candidats dans cette région-là, j'ai mis un soin particulier parce que je crois beaucoup à notre potentiel dans cette région-là. Puis après, il y a des régions que j'ai appris à découvrir. L'Abitibi, je ne connaissais pas avant. J'avais pas d'historique avec l'Abitibi. Puis en Abitibi, je trouve que, évidemment, il y a une route pour se rendre. À part l'avion, il y a une route pour se rendre. Ça prend plusieurs heures, mais quand tu arrives là-bas, c'est un milieu de vie exceptionnel. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est vraiment une région chouchou dans mon cœur que j'ai appris à connaître. Puis évidemment, je t'en nomme une autre, l'Estrie, que j'ai choisie il y a quelques années. D'ailleurs, on est en Estrie aujourd'hui. C'est une des plus belles régions au Québec parce qu'on peut tout faire ici. On peut travailler, on peut faire du sport, on peut rencontrer différentes cultures, différentes communautés. Il y a des lacs magnifiques, il y a des montagnes magnifiques. On n'est pas loin des États-Unis, on est au milieu de tous les grands centres au Québec. C'est vraiment
Puis à voir le nombre de touristes qui passent ici cet été, de toute évidence, je suis pas tout seul à penser ça. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, merci Charles pour ce premier épisode du podcast où je pense qu'on a appris à mieux te connaître. Et puis, on va se revoir bientôt pour la deuxième partie. Avec plaisir, François. Merci de me permettre de m'ouvrir comme ça.